Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Aubette pour cette deuxième semaine des bibliothèques idéales que nous allons entamer avec Janine Elkoubi, écrivain strasbourgeoise sans doute très connue par beaucoup de gens dans la salle. Bonjour Janine. Bonjour. Merci d'être avec nous, t'es bien le micro comme on vous a dit. Oui. Voilà. Et Marc Duguin qu'on reçoit avec infiniment de plaisir ici. Bonjour. Bonjour Marc. Alors, il va être abondamment question de complot dans cette session d'une heure, là, puisque c'est un petit peu le point commun entre les livres. On va bien sûr hésiter entre l'envie d'en raconter beaucoup, parce que dans ces deux livres, on a envie d'en raconter beaucoup pour vous donner envie de le lire, tellement c'est bien écrit, bien documenté et passionnant. On commence par vous, Janine. C'est votre 3e roman, je crois? Oui, c'est exact. 5e livre? 5e ou 6e. Vous êtes prof de lettres, vous avez été prof de lettres agrégé, aujourd'hui honoraire, vous êtes à la retraite. Oui. Ce qui peut-être vous laisse un peu plus de temps pour assouvir votre passion de l'écriture, même pas? Non. Même pas. Alors ça, grâce à vous et au Feu du Diable. Alors je précise tout de suite qu'il y a quelques dizaines de livres qui sont disponibles ici tout simplement parce que ce livre n'est pas sorti encore. Il sortira le 22 et l'éditeur a fait un effort tout spécial pour vous. Ici, vous le trouverez en librairie à partir du 22 et publié dans la remarquable collection Les Enquêtes Rhénanes du Verger Éditeur, une collection bien connue par chez nous. Il s'appelle Le Feu du Diable. Donc, grâce à vous, on fait un bond de 800 ans en arrière quasiment. 600 600 700. Ouais, 700. Alors, je dois préciser que je découvre le livre maintenant. Oui, c'est vrai, elle l'a tenu pour je la première fois. Je ne l'avais pas encore vu et je l'ai découvert en arrivant ici. Ouais. Et c'est un peu émouvant de découvrir le livre pour la première fois. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais vous savez ce qu'il y a dedans? Je sais ce qu'il y a dedans. C'est l'essentiel. Ah oui. Oui, Marc, parce que les écrivains strasbourgeois écrivent eux-mêmes leurs livres. Oui. Ah, et Marc aussi, hein, je vous rassure. C'est ce que j'allais... Non, aussi. Moi, mon nègre, c'est Ruffin, en fait. Ouais. Ruffin, donc voilà. Alors on fait effectivement un saut en arrière dans le passé. C'est un livre dont l'intrigue se passe au XIVe siècle, en 1365, c'est-à-dire très exactement 16 ans après le brûlement, le bûcher qui a atteint les Juifs, toute la communauté juive de Strasbourg. C'est un épisode, je ne sais pas s'il est très connu, il est connu des Juifs bien sûr, il est connu des historiens, peut-être aussi des Strasbourgeois parce que certaines rues perpétuent le souvenir de cette chose-là, mais je ne pense pas qu'il soit extrêmement connu ailleurs. Donc, c'est un roman policier. Le prétexte de ce roman policier, c'est une série de meurtres qui sont commis 16 ans après ce brûlement. Et voilà qu'à cette occasion, les vieilles passions se déchaînent et ressortent des placards où ils avaient été remisés pour peu de temps. Les vieux griefs, voilà. Les meurtres, racontent certains, à corps et à cri, c'est l'œuvre des Juifs qui sont revenus clandestinement pour se venger des chrétiens. Voilà, c'est la trame du livre. C'est la trame du livre. Alors, bien entendu, on va hésiter toujours à en dire trop ou pas assez. Voilà. Simplement, pour que ce livre soit plausible, et il l'est, moi, par exemple, je n'ai aucune connaissance particulière historique par rapport au Moyen-Âge à Strasbourg, en tout cas. Il vous a bien fallu quand même essayer de reconstituer en littérature, par les mots, par les situations, par les descriptions, le Strasbourg de l'époque, qui n'a bien entendu rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il y avait combien d'habitants à peu près à l'époque? 30 40 000, je sais pas. Même pas. Même pas. Au XIVe siècle, il y en avait... Alors, je me souviens qu'au XIIe siècle, il y en avait 3 000. Au début du XIVe, 20 000. Voilà, oui. Voilà, mais c'était une des villes les plus importantes du Saint-Empire romain germanique, puisque ça faisait partie de cet empire-là. Ville libre, d'ailleurs aussi, donc il y avait ses propres prérogatives en matière financière, administrative. Oui, en effet, c'est très passionnant d'essayer de reconstruire mentalement le Strasbourg de cette époque-là. Alors, on a bien sûr de la documentation, mais j'ai beaucoup marché dans Strasbourg en essayant d'imaginer les rues, qui d'ailleurs, le tracé des rues est resté le même. Bien sûr, les maisons, tout a été reconstruit, mais enfin, c'est un exercice très, très passionnant.
Et je me sentais tellement dans ce Strasbourg-là que j'avais presque l'impression, pas presque, que j'avais l'impression à certains moments d'être environnée des personnages que j'avais créés dans ce roman. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par certaines soirées sombres d'automne sur le coup de 22h ou 23h, si Janine Elkoubi marche dans certaines rues de Strasbourg, il est évident qu'elle n'est pas seule. Absolument. Hein, j'imagine que c'est une sensation assez oui. particulière. Hein. Oui. Voilà. Alors donc, je vous demandais le nombre d'habitants parce que ça fait partie intrinsèquement de ce qui se passe. Et ce qu'il faut comprendre, essayer d'imaginer, c'est qu'à l'époque, donc du coup, tout le monde se connaissait, quoi. Enfin, quasiment tout le monde se connaissait dans cette ville. Je n'en suis pas sûre parce que entre une ville qui a à l'époque, comme je vous le disais, autour de 20 000 habitants, disons que l'espace est beaucoup plus réduit. Les quartiers sont plus petits. Il y a un certain nombre de bornes. Bon, pour les Strasbourgeois, on sait par exemple que les églises Saint-Thomas ou Saint-Pierre le Vieux, Saint-Pierre le Jeune étaient des églises qui étaient déjà présentes à l'époque. On connaît également les contours de la ville, puisque la ville était incluse entre les bras de l'île. La rivière qui porte le nom de l'île, I2L. Et bien sûr, tous les quartiers, le quartier prussien, tout cela, c'était complètement hors de la ville. Donc, tout le monde ne se connaissait pas. Par contre, tout le monde connaissait de près ou de loin les Juifs, qui étaient d'ailleurs peu nombreux. Là, je ne saurais pas vous dire le nombre de Juifs qui vivaient à l'époque, mais qui habitaient dans le quartier autour de la cathédrale. La rue qui porte aujourd'hui le nom de rue des Juifs, par exemple, rue des Halbardes, tout ce quartier-là, les Juifs habitaient là-bas. Et donc, on savait, pourquoi est-ce que je dis qu'on savait ce que c'était que les Juifs, qui étaient les Juifs? C'est parce que, comme on le sait, les Juifs étaient au centre de l'enseignement chrétien, de ce qu'on a appelé par la suite l'enseignement du mépris. Donc les Juifs, c'était vraiment le repoussoir. Et donc, quelque part, les Juifs qu'on connaissait réellement illustraient cette vision très abstraite qu'on avait d'eux, ou au contraire l'infirmaient. Dites-nous, qu'est-ce qui s'était passé donc 15 ans avant? Ce que vous appelez dans le livre, avec le terme de l'époque, le brûlement, hein, on dirait le pogrom aujourd'hui, oui. Évidemment. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé 15 ou 20 ans avant? Alors c'était en 1349. C'est sur le contexte, c'est une révolte des corporations d'artisans, une révolution même des corporations d'artisans qui voulaient plus de pouvoir et qui se sont appuyés sur la haine générale des Juifs pour arriver à leur fin. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a très très rapidement les corporations d'artisans avec en tête celle des bouchers et celle des tanneurs, qui vont fomenter un complot contre les Juifs. Pourquoi un complot contre les Juifs? On est au début de l'année, en février 1349. La population est paniquée par la peste noire qui approche. Elle n'est pas encore arrivée en Alsace, en France, elle est dans les pays d'Europe de l'Est, elle a déjà déferlé sur l'Europe centrale. On la voit arriver et les boucs émissaires, si j'ose dire, de la peste ont toujours été les Juifs qu'on accuse d'empoisonner les puits, parmi d'autres crimes comme de détruire les hosties ou de pratiquer le crime rituel. Mais en ce qui concerne la peste noire, on les accuse d'empoisonner les puits et donc il y a une espèce de panique populaire qui se saisit des habitants. Pas seulement à Strasbourg, pas seulement dans l'Empire, partout. Il y a, avant le pogrom de Strasbourg, des communautés qui sont brûlées dans les villes de Bâle, de Fribourg, de Riquewihr, dans les villes d'Alsace. Ça a été une espèce d'épidémie, littéralement, de bûchers. Donc, en l'espace de quelques jours, on a une réunion qui se tient à Benfeld, en présence de l'évêque de Strasbourg, des représentants de la noblesse, d'envoyés des villes environnantes, réunion au cours de laquelle le magistrat, c'est-à-dire le conseil municipal de Strasbourg, avec à sa tête Peter Schwarber, essaye de sauver les Juifs. Pourquoi essaye-t-il de sauver les Juifs? Parce que les Juifs ont une fonction importante dans l'économie de la ville. Ils sont prêteurs, ils sont banquiers. Quand on dit usurier dans le terme de l'époque, ça correspond à la notion de banquier. Ce sont eux qui prêtent de l'argent.
Et donc, ils ont une fonction importante aussi dans les échanges commerciaux. Et le conseil municipal est bien conscient que se débarrasser des Juifs, c'est quelque part attenter à la prospérité de la ville. C'est une des raisons pour lesquelles Peter Schwarber veut sauver la communauté. Malheureusement, il n'y arrivera pas, parce que quand la passion parle, quand la passion, la haine, le vent d'exclusion parle, vous savez bien que la raison n'a pas grand pouvoir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc les corporations d'artisans déferlent à travers la ville, se réunissent sur le parvis devant la cathédrale, qui est encore en construction à cette époque, ce qui m'a donné l'occasion d'imaginer la cathédrale en chantier, et se réunissent alors étrangement, mais ça n'est pas si étrange que ça, une collusion d'intérêts qui est en jeu, avec les nobles en armes sur la place de la cathédrale. Pourquoi ? Parce que la noblesse, elle aussi, avait attiré les marrons du feu, a tiré profit de ce complot, de cette action violente. Et à partir de là, le conseil municipal est destitué, Pierre Schwarber est chassé, privé de la citoyenneté strasbourgeoise, ses biens sont confisqués, et c'est le chef des bouchers, qui s'appelle Johannes Betzold, qui prend sa place, et à partir de là, le sort des Juifs est scellé, et c'est le bûcher, le 14 février 1349. Pour montrer une idée de l'intolérance totale de l'époque, des errements de l'époque, dans votre livre, il y a un certain moment, je cite de tête, je n'ai pas relevé la phrase exacte, mais il y a un personnage juif qui veut sauver sa vie, celle de ses amis, et qui dit, mais ça ne peut pas être nous, la peste noire, parce que si c'est nous, on va mourir aussi, on va être contaminés nous-mêmes aussi. Et il y a un bon chrétien en face qui lui dit, mais vous êtes bien capable d'en arriver jusque-là. Ça montre un petit peu l'intolérance de... C'est un témoignage qui est cité par l'un des deux chroniqueurs de cet épisode. Il y a deux chroniqueurs qui sont l'un Klausner, pas Klausner, Klausner, C-L-O-S-N-E-R, et l'autre Jacques Twinger de Königshofen. Et il raconte la chronologie des événements, et cet épisode-là est signalé par l'un. C'est un juif qui dit à ses bourreaux, mais nos enfants eux-mêmes sont touchés par la peste. Et le chrétien lui répond, mais tout le monde sait que les juifs sont rusés, et vous êtes bien capable de condamner à mort vos propres enfants pour faire du mal aux chrétiens. Non, c'est pire que ça. Ceux qui ont tué le Christ sont bien capables de tuer leurs propres enfants. Oui. Et donc, 15 ans plus tard, on revient au roman, à la narration, à l'intrigue même. La corporation des bouchers, 15 ans avant, avait été presque motrice dans tout ce qui s'est passé. Et 15 ans plus tard, c'est justement un autre boucher, il s'appelle Johannes aussi, c'est pas un hasard sans doute. Johannes, cette fois-ci Hermann, qui est un boucher très connu dans le Strasbourg de l'époque, qui est... assassiné, on va dire, à ce stade de l'intrigue en tout cas. C'est le premier meurtre. Vous essayez de nous raconter très rapidement les 4 meurtres, comment ça se passe, puis après on arrêtera, parce que sinon après les gens ne liraient pas le livre. Et il ne faut pas que je dévoile en tout cas le nom. Non. Alors il y a 4 meurtres. Le premier, c'est celui de ce boucher. Donc nous sommes maintenant en 1365. Le premier meurtre, c'est celui d'un boucher, un horrible personnage, grossier, violent, intolérant, qui frappe sa femme. J'ouvre une petite parenthèse. Là, je suis extrêmement frappée par la violence de cette société médiévale, mais pas seulement médiévale, même dans les siècles suivants, la violence intra-humaine, la violence à l'égard des femmes en particulier, qui paraît absolument normale. Je referme la parenthèse. Donc ce Johannes est un personnage absolument détestable, et il est assassiné. On ne sait pas qui c'est pour le moment. Ensuite a lieu un deuxième meurtre, c'est celui d'une femme d'un noble qui s'appelle Marie Kaltenbach et qu'on retrouve noyée. Troisième meurtre, c'est celui d'un jeune enfant, un enfant d'une dizaine d'années, qu'on retrouve lui aussi tué sur le parvis, sur le chantier de la cathédrale, donc sur l'actuelle place du château. Et enfin, un quatrième, celui de la servante du boucher, qui avait disparu pendant 15 jours et qu'on retrouve elle aussi assassinée.
Voilà, et ensuite l'intrigue va se dérouler, elle est passionnante, c'est palpitant. Vous aviez une certaine appétence en temps ordinaire pour les bouquins policiers, Janine ? J'aime lire. Ça se sent bien, hein ? Ça se sent bien. Hein ? Mais je dois dire que c'est un exercice particulier, que j'ai trouvé particulièrement difficile de construire un roman policier. Parce qu'on se heurte tout le temps à des difficultés, si j'ose dire, de plausibilité, comment aussi faire se correspondre les moments, les dates. C'est une difficulté particulière d'écriture. Et comment ça se passait, une enquête policière au Moyen-Âge ? Moi, j'ai juste envie de savoir ça, parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Hein. Absolument. C'est d'ailleurs un des problèmes auxquels je me suis heurtée. En fait, c'est plutôt... les enquêtes policières sont très simples. On se fonde sur les témoignages, sur l'observation, bien sûr, et on tire les conclusions, mais on n'a absolument pas les moyens d'aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi qu'on peut avoir des erreurs judiciaires, naturellement. C'est d'ailleurs tout le sel du livre. Là, mais on est quasiment obligé de s'arrêter là, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Marc, quand vous entendez cette conversation et quand vous entendez les propos de Janine, ça vous inspire quoi ? Est-ce que ça vous donne envie de lire ce livre d'abord ? D'abord, j'ai une question. L'intrigue, elle est réelle ou vous l'avez inventée ? Enfin, les crimes. C'est des crimes qui ont vraiment eu lieu ? Non. Les meurtres sont tout à fait... Donc c'est le contexte qui est, le contexte qui est réel. Et mon propos, en fait, c'était à travers cette fiction-là, de m'interroger sur comment des gens peuvent devenir des bourreaux ou des tortionnaires, c'était le terme qui avait été utilisé, des gens aussi violents alors qu'ils vivent quand même dans la quotidienneté avec les voisins. C'est une question sans fin. Oui, bien sûr. Je crois qu'on n'a pas fini avec ça non plus, malheureusement. Donc, en tout cas, oui, c'est très... Mais je l'ai le livre, donc je vais le lire forcément. Ouais. Oui. Voilà, oui, vous aurez peut-être l'occasion de dire à Janine ce que vous en avez pensé, ça serait intéressant. On arrive donc à vous avec ce livre, Ils vont tuer Robert Kennedy. Janine, vous pouvez intervenir à tout moment parce que je sais que vous avez lu le livre de Marc. Moi, j'ai eu la chance de le lire. Oui. Voilà, donc vous pouvez intervenir à tout moment dans la conversation. Ils vont tuer Robert Kennedy aux éditions Gallimard. Vous avez écrit déjà une quinzaine d'ouvrages, je crois, à peu près tout. Vous ne comptez plus ? Je ne sais pas exactement, oui. Vous ne comptez plus. J'ai compté rapidement dans la page de garde, là, à peu près. De votre côté, une forte appétence, évidemment, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour cette époque, ces années-là, ces années qui ont marqué l'histoire américaine, bien entendu. Alors, je parle de La Malédiction d'Edgar, que vous avez écrite, un bouquin majeur, remarquable, Avenue des Géants aussi, quelque part, sur cette Amérique profonde qu'on essaye désespérément de comprendre de ce côté-là de l'Atlantique. Et là, vous nous revenez avec ce livre. Alors, évidemment... on a tous lu les livres, moi j'imagine, sur John Fitzgerald Kennedy, cette littérature. Ça commence à Dallas en 1963, en novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy est assassiné dans les conditions qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, plutôt. Que moi je connais, oui. Vous les connaissez ? Ah oui. Oui. Depuis le temps. Voilà. Et c'est ça. Alors là, c'est magique cette interview parce que j'ai plus rien à faire, moi. Il y a une accumulation dans ce livre, formidable accumulation de détails. On croit tout connaître. Moi, personnellement, je suis passionné de cette époque aussi. Et puis non, finalement, on s'aperçoit qu'on vous avez fait un travail au fil des années, et c'est pas venu en quelques mois, bien entendu, j'imagine, un travail considérable. On apprend des tas de choses en lisant ce livre. En gros, ça fait 43 ans que je m'intéresse au Kennedy. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Déjà, ça m'intéressait quand ils sont morts. J'étais très jeune. J'avais 11 ans quand Robert est mort. Mais ça avait beaucoup marqué ma famille parce que moi, je suis d'une famille originaire d'Irlande du côté de mon père, avec de catholiques irlandais. Donc les Kennedy, c'était, vous savez, en Irlande à une époque, il y avait 2 photos dans les familles, avant les photos même des enfants, il y avait la famille, il y avait une photo des Kennedy et une photo du pape. Donc il y avait déjà dans ma famille quelque chose de très fort vis-à-vis des Kennedy. Et puis
Mon grand-père, en plus, a fait la guerre dans la US Navy. Il s'est engagé dans l'armée américaine pendant la dernière guerre mondiale. Donc, les États-Unis, c'était ma deuxième patrie, en fait, quelque part. Moi, j'ai appris l'anglais en même temps que le français. D'ailleurs, je me suis parfois demandé si je ne devrais pas écrire en anglais, comme ça je pourrais avoir le prix du meilleur roman étranger. Et donc, mais après, si vous voulez, c'est quelque chose de très difficile à expliquer, comment un enfant, ce que j'étais, après un étudiant, est devenu obsessionnel avec cette histoire, comme si c'était ma famille, en fait, si c'était l'histoire de ma famille, même s'il y a évidemment des... Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est qu'en fait, c'est un vrai roman qui parle de l'assassinat des Kennedy, mais qui parle aussi de l'histoire de ma famille, et qui mélange les deux. Sur l'idée, en fait, après, il y a des idées, évidemment, qui sont de pure fiction. Je fais le pitch, comme on dit maintenant, en 2 secondes. C'est donc un prof d'histoire contemporaine à Vancouver. Celle qui s'appelle comment? Marc Auduguin. Voilà, c'est tout simple. C'est très facile à retenir. Ça situe les choses. Et donc, dont les 2 parents ont été assassinés, et sa mère est irlandaise, ce qui est le contraire, et son père est, lui, français. Ça a été un résistant, et il a beaucoup travaillé sur l'hypnose et la... je ne sais pas comment dire, mais... Les capacités suggestives. Qui concerne, oui, tout ce qui concerne la capacité des gens qui revenaient des camps de concentration à revenir à la vie normale. Parce que lui-même est juif par sa mère. Et donc, ce qui est exactement le cas non pas de mon père, mais de ma mère. Donc, j'ai inversé, tout simplement. Et ce prof est persuadé que la mort de ses 2 parents, qui ont été attribués l'un après l'autre en 67 et en 68, sont étroitement liés avec l'assassinat de Robert Kennedy. C'est officiellement des accidents? Officiellement des accidents. Et donc lui mène les 2 enquêtes parallèles, et c'est là où le livre est en parallélisme total. C'est-à-dire d'un côté, cet universitaire qui revient en France, essaye de comprendre pourquoi son père est parti, et quel lien il avait avec les services secrets et un certain nombre de choses comme ça qui vont monter. Et de l'autre côté, évidemment, il fait l'enquête, puisqu'on est dans les années 80, à ce moment-là, il fait l'enquête sur l'assassinat de Robert Kennedy pour se rendre compte que les 2 vont se rejoindre ou pas. Voilà. Là, c'est pareil, on n'ira pas trop loin. Non. Ce serait dommage. C'est dommage. Simplement, on peut reprendre le fil de l'histoire. Donc en novembre 63, à Dallas, sur Dealey Plaza, le président Kennedy est assassiné. Tout le monde a vu les images du film de Zapruder, petit film en Super 8. Sauf à être un idiot total, tout le monde a compris qu'une tête qui part en arrière, eh bien, c'est un coup qui arrive par l'avant. Même si on n'a pas tué quelqu'un dans sa vie, on peut imaginer que c'est comme ça que ça se passe. Or, l'histoire officielle dit que c'est venu par derrière du dépôt de livres. Oui, c'est magnifique en fait. C'est la plus belle histoire à raconter, à dormir debout qu'on ait jamais racontée dans l'histoire américaine. C'est-à-dire que le rapport Warren, qui est le rapport officiel sur l'assassinat de Robert Kennedy, dit qu'il y avait quelqu'un qui était donc, le cortège officiel avançait comme ça, il y avait quelqu'un qui était dans un dépôt de livres derrière. Alors ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est Lee Harvey Oswald, qui est un ancien Marine, qui était le plus mauvais en tir de son régiment, qui par ailleurs a commandé son fusil par la poste, histoire de ne pas laisser de traces. Hein. Ça se fait beaucoup, ça. C'est comme s'il l'avait acheté sur Internet aujourd'hui, si vous voulez. Et un fusil qui, en plus, n'est pas le modèle rêvé pour faire ça. Et moi, qui ai été tireur d'élite à l'armée, je peux vous dire que c'est à peu près le pire fusil avec lequel on peut tirer. En plus, c'est un fusil à culasse, donc à chaque fois, il faut remettre... et donc, ça bouge. Et avec ça, il a réussi à mettre une balle à Kennedy qui l'a tué, qui lui a emporté la moitié du crâne, mais
la moitié du crâne est partie sur le coffre de la voiture. Quand Jackie Kennedy saute avec on se souvient de l'image avec sa robe rose et qu'elle rattrape le cerveau de son mari, en fait. C'est comme ça que ça se passe, oui. Ça se passe comme ça, et donc le cerveau est derrière elle. Donc ça veut dire que les tirs viennent bien de la palissade où sont les tireurs. Donc là commence la plus grande mystification de l'histoire américaine. Mystification qui est intéressante à plusieurs titres, et en particulier parce qu'elle dit énormément sur l'histoire américaine, même récente. C'est-à-dire que dans le mensonge, quand on prend l'habitude de mentir, c'est comme chez les enfants, quand on prend l'habitude de mentir, après c'est difficile de s'en dégager. Et c'est comme ça que l'Amérique a également considérablement menti sur l'invasion de l'Irak en parlant d'armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et donc il y a quelque chose pour moi qui est très très fondateur. D'abord parce que l'assassinat de John, c'est un coup d'État, qu'on le veuille ou non. C'est quand même la CIA qui organise en grande partie Donc c'est des forces non élues qui décident de se débarrasser d'un élu. C'est déjà assez choquant. Et ensuite, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que Kennedy est mort, mais c'est pas le seul. Il y a eu 53 personnes qui sont mortes autour de l'assassinat de Kennedy et qui ont été éliminées, soit parce qu'elles se sont suicidées en se jetant par la fenêtre et en refermant la fenêtre derrière eux, soit des accidents de voiture, soit des cancers extrêmement rapides en 3 jours. Ça, voilà, c'est fait. Et donc, on a 53 personnes comme ça, de tous les âges, et qui étaient tous témoins de quelque chose, et qui avaient tous, et qui n'ont évidemment jamais été interrogés par la commission Warren. Ils sont morts avant. Marc, selon vous, je discuterai pendant 3 heures avec vous de ce sujet-là, bien entendu, mais là on n'a pas le temps. Selon vous, qu'est-ce que John Fitzgerald Kennedy et Robert Kennedy ont initié durant leur participation au pouvoir, le premier en tant que président, le second en tant qu'attorney général, ministre de la Justice? Qu'est-ce qu'ils ont initié qui a bien pu gêner une certaine corporation de gens? Et quelle est cette corporation de gens qui aurait monté cet assassinat? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où John Fitzgerald Kennedy accède au pouvoir, la première chose que vient lui dire le chef de l'état-major, c'est que les États-Unis, on est en pleine guerre froide évidemment, vous vous en souvenez, et donc le chef de l'état-major vient lui dire, les États-Unis ont aujourd'hui une avance technologique qui nous permet d'attaquer la Russie par une guerre nucléaire immédiate. Donc le pauvre gars, qui s'attendait déjà pas forcément à être président, qui était quand même assez jeune, on lui dit, voilà, on va juste détruire toute une partie de l'Europe, puis après on verra ce qu'on fait. Donc là, la réaction de Kennedy, c'est de dire, vous êtes cinglé. Et vous êtes vraiment cinglé. Il le dit. Moi, j'ai les minutes de la réunion qu'il a avec les chefs d'état-major. Il leur dit, mais vous êtes complètement fous. Vous voulez mettre la planète par terre. Ils disent, mais on a une avance. Cette avance, on l'aura plus. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on l'aura plus. Et donc, ils refusent. Ça, c'est c'est l'acte fondateur qui fait que le divorce avec l'armée est immédiat. En plus, à partir de ce moment-là, il n'a déjà plus confiance dans tous ses conseillers militaires, dans tous les gens qui sont autour de lui. Et donc, il se réfugie dans un binôme avec son frère, qu'il a nommé ministre de la Justice. Et en fait, ensuite, il prend toutes les décisions avec son frère. Et donc ça, tout le monde lui reproche. C'est-à-dire que le département d'État, qui est chargé de la diplomatie, se fait court-circuiter par Robert. Les militaires sont court-circuités. Donc et surtout, c'est que quand Kennedy est élu, les Américains s'apprêtent à débarquer à Cuba pour éliminer Fidel Castro. L'histoire de la baie des cochons. L'histoire de la baie des cochons. Et donc, c'est pour ne pas afficher cette invasion officiellement, les Américains ont prévu d'envoyer un groupe paramilitaire qui est formé au Guatemala. Et en réalité, ce groupe paramilitaire va débarquer, et ça va être un échec, parce que Fidel Castro va résister. Donc à ce moment-là, la CIA demande
au président Kennedy de faire intervenir l'aviation américaine officielle. Et là, Kennedy leur dit, je suis désolé, c'est une opération non officielle, il n'y aura pas de suite officielle. Donc ils se débrouillent. Et là, évidemment, c'est là que se fait le tournant. C'est-à-dire que non seulement les militaires, enfin les paramilitaires se considèrent comme ayant été lâchés, parce que certains sont morts, d'autres ont été emprisonnés, même s'ils sont revenus après. Et donc, les militaires ont le sentiment que Kennedy est un faible, parce qu'à l'époque, l'idée, c'est la guerre. Et ça, les Américains, il faut dire, on ne peut pas leur enlever ça. Pour la guerre, ils sont assez forts. Ils sont assez doués. Et ils aiment ça, parce qu'il y a toute une industrie qui est derrière, qui constamment, enfin, il n'y a pas d'histoire. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, il n'y a pas d'époque où l'Amérique est en paix. Ils sont toujours en guerre quelque part. Cette industrie a besoin de déboucher. Et cette industrie a besoin de déboucher, c'est la croissance américaine qui est assurée. Et donc, déjà, donc cette affaire de la baie des cochons est terrible, parce que ensuite, Kennedy décide de se débarrasser de tout le staff de la CIA, en particulier d'Alan Dulles, qui est le premier patron civil de la CIA de l'après-guerre. Et là, donc, il se met toute la CIA à dos, en tout cas les vieux de la CIA à dos, il a l'armée à dos, il a les anticastristes à dos, et en plus, c'est là où c'est compliqué chez les Kennedy, c'est qu'il se met la mafia à dos, parce que la mafia avait des intérêts considérables à Cuba, avant que Cuba tombe aux mains de Castro. Et donc, la mafia veut récupérer Cuba pour faire ses trucs de jeu, enfin bon, on sait ce qu'ils font et le business qu'ils entreprennent en général. D'autant plus, et c'est là que le bas blesse, que la mafia a aidé les Kennedy à venir au pouvoir, puisque la mafia italienne a acheté des voix dans l'Illinois et en Virginie occidentale pour permettre à Kennedy de gagner. Il faut savoir que l'élection qui a permis à Kennedy de gagner est une élection truquée. Oui, il faut dire aussi que Kennedy, c'est pas non plus tout blanc de tous les côtés. Le papa, notamment. Alors oui, c'est là qu'on en vient. Parce que c'est quoi les États-Unis, en fait? C'est une majorité protestante anglaise, c'est exactement l'Irlande. Et des minorités catholiques et juives. Les WASP. Et donc, tout ce qui n'est pas WASP, c'est constitué en mafia pour arriver à faire sa place. Donc les premiers, parce qu'ils ont l'habitude, c'est les Italiens. Ils n'ont pas besoin d'entraînement, ils savent comment faire. Ils ont déjà la Camorra, ils ont déjà... Bon. Donc, pas de problème. Les Irlandais ont monté leur mafia, et le patron de la mafia irlandaise, c'est qui? C'est Joe Kennedy, le père. Et c'est avec des activités mafieuses qu'il a fait fortune dans l'après-guerre. En particulier, et même avant-guerre, enfin après la guerre de 14-18, en particulier pendant la Prohibition, où il était copain avec tout le monde, avec Giancana, avec Lansky, avec tous les patrons des autres mafias. Et donc la mafia dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Et surtout, en plus de ça, Robert Kennedy, qui est ministre de la Justice, donc procureur aux États-Unis, c'est le procureur général de l'Amérique, persécute les mafieux. Ça, c'est un peu gonflé quand même. Oui, là, il y a beaucoup de choses qui se mettaient en place. Alors là, ça commence à faire un peu trop. Et parce que Robert, autant John est assez cynique. C'est-à-dire, il considère effectivement que son père, mais c'est pas grave, bon, c'est comme ça. Mais Robert, lui, va carrément contre. C'est-à-dire qu'il provoque son père, et son père les prévient. Il leur dit, vous allez exploser, ils vont vous tuer, ils vont mettre une bombe de 100 kilos devant votre porte, et il ne restera rien. Et Robert continue. Il les harcèle, des procès, Jimmy Hoffa, Giancana, tout le monde y passe, Marcello, la mafia de Floride, la mafia du Texas, partout. Donc si vous voulez, pour finir, pour répondre à votre question, les ennemis constitués, c'est la CIA, l'armée, la mafia, les anticastristes. Et aussi les pétroliers, parce que les Kennedy ont décidé de changer les règles d'amortissement des installations pétrolières, ce qui va occasionner une charge fiscale considérable pour les pétroliers. Et donc tous les pétroliers, dont George Bush père, qui est à Dallas le 22 novembre 1963, pour mémoire, bien qu'il prétende le contraire, mais pas de chance, moi j'ai sa réservation d'hôtel. Bon, ça tombe mal. Donc là, si vous voulez, tout est en place.
Alors ensuite, qui tire? Peu importe. Moi, je pense que c'est Sarti, c'est un Corse, qui avait d'ailleurs une spécificité. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait du tir déjà, évidemment, le problème, c'est quand on ferme un œil, c'est d'ajuster. Mais lui, il était borgne. Donc il gagnait du temps. Donc si vous voulez, au lieu de mettre 3 à 4 dixièmes de seconde avant de tirer, il tirait instantanément. Et donc a priori c'est lui qui a mis la balle, parce qu'on a retrouvé trace des paiements. Il a été payé en héroïne au Canada, à Montréal. Voilà. Donc bon, a priori c'est lui qui a mis la balle décisive, mais ils étaient un paquet derrière la palissade. Bien sûr. Ils étaient un paquet. Je suis content que vous donniez encore plus de détails que j'imaginais. Vous vous rendez compte, on parle de l'assassinat de Robert Kennedy et on arrive à un truc en Corse, qui est borgne, donc finalement, Janine Elkoubi, quand vous entendez Marc Duguin raconter longuement, et on prend plaisir à cette narration, ce qui s'est passé à Dallas, ce qui a concouru à ce qui s'est passé à Dallas en novembre 63. Moi, en écoutant Marc, en lisant ce livre et en lisant le vôtre, je vois quand même des analogies entre les deux livres. Il y a des gens qui pèsent lourd dans les deux cas. Absolument. Moi, j'aimerais quand même, si vous me permettez, poser une question. L'histoire, d'abord, je suis effarée ou stupéfaite de vos connaissances et de, comme disait Jean-Luc Fournier, de tous les détails que vous connaissez à la perfection. Mais je voudrais savoir, est-ce que cette histoire que vous racontez, c'est le fruit de votre propre enquête à travers les différents documents? Parce que, comme vous le dites, le rapport Warren a occulté la plupart de ces détails, les commissions qui ont été ensuite nommées également. Et est-ce que c'est votre propre conclusion ou est-ce que d'autres partagent également ça? Je le dirais autrement, est-ce que l'histoire que vous racontez, on sait que l'histoire, forcément, c'est une reconstitution, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres lectures crédibles, en tout cas, de cette histoire-là? Ou est-ce que votre lecture, c'est la seule, est-ce qu'elle épouse la réalité? Si vous voulez, maintenant, il y a 50 ans qui sont passés. Et il arrive un moment où il faut arrêter de faire semblant. C'est-à-dire que les théoriciens du tueur isolé, il n'y a absolument rien qui tient. C'est une mauvaise foi totale. Alors moi, j'ai mené mon enquête à la fois personnellement, par mes propres réseaux, liés au renseignement, qui sont des réseaux importants, voilà, qui m'ont permis de récupérer 2000 pages du FBI de dossiers classés, presque déclassifiés, mais pas tout à fait. Et puis évidemment, j'ai regardé toutes les enquêtes des autres aussi, tous ceux qui ont travaillé. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un travail considérable là-dessus. Et j'ai comparé entre ce que j'avais, et au final, quand je suis arrivé au bout, j'ai donné tout ça à un monsieur qui est aux États-Unis et qui se trouve être le fils du consigliere de Joe Kennedy. Le consigliere dans la mafia, c'est celui qui s'occupe de toutes les affaires juridiques, c'est-à-dire c'est l'avocat et le gestionnaire fiscal de tout le clan Kennedy. Et donc son fils, qui avait 90 ans à l'époque, je lui ai tout donné. Je lui ai dit, est-ce que c'est ça ou pas? Parce que lui, il a été élevé avec les enfants Kennedy, il jouait avec eux. Et il m'a dit, c'est exactement ça. Et voilà. Donc j'avais mon blanc-seing. De quelqu'un qui avait vraiment vécu Après, je peux me tromper sur des choses, Enfin, l'orientation générale, quand même. L'orientation générale, je peux me tromper. Moi, j'ai pas la vérité infusée, comme on dit, mais je serais bien étonné quand même que... Je serais bien étonné... Moi, je suis pas comme Bush, parce que quand Bush, on lui a dit, est-ce que vous pensez... Bush le père, parce qu'il est exceptionnel, lui. Lui, il est magnifique. Lui. C'est vraiment, pour moi, c'est un personnage de roman. Quand on lui a dit, il a dit, moi je considère que la théorie du complot est aussi crédible que si on me disait que Elvis Presley est encore vivant. C'est pas mal comme comparaison. Oui, en même temps, il est texan, il mange du chewing-gum, donc on peut pas non plus demander... non, mais lui, il est extraordinaire. Lui, il laisse des traces partout, mais il nie en permanence. Il n'a jamais travaillé à la CIA avant d'être patron de la CIA. Vous savez que j'ai jamais vu une capacité de nier comme ça, de capacité de négation, une sorte
à ce point-là. C'est-à-dire que c'est très impressionnant. Marc, il faut qu'on en arrive maintenant à Robert, parce que le livre s'appelle « Ils vont tuer Robert oui. Kennedy ». Donc à peine Bobby. Oui, Bobby, Bobby Kennedy. À peine John est-il assassiné, que le clan Kennedy en quelque sorte se met en place. Bon, il y a cette histoire avec Jackie qui n'abandonne pas et avec Robert aura une aventure avec elle. C'est pas le plus important là-dedans, quoique. Mais quasiment instantanément, d'après vous, et en lisant ce livre, c'est tout l'intérêt de ce livre, Robert Kennedy sait que s'il fait un pas de plus vers le pouvoir, la succession de son frère, enfin via la fin de règne de Johnson qui a succédé en tant que vice-président à Kennedy après son assassinat, Robert Kennedy sait que s'il se présente en 68 aux prochaines élections présidentielles, il le sait intimement, il n'y arrivera pas, ils le tueront lui aussi, et pourtant, il y va. Alors, ce qui est très intéressant, pour finir, en fait, j'ai un peu l'esprit en escalier. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le premier à avoir adopté la théorie du complot concernant l'assassinat de John Kennedy, c'est Robert. Robert, dans les 5 jours qui suivent la mort de son frère, sait qui a tué son frère. Et sait que c'est pas ce pauvre Oswald qui était dans son dépôt de livres. Et j'ai un ami qui a soumis ce que j'ai fait au fils de Robert Kennedy, à son fils aîné, qui est pas loin de mon âge, et qui a dit tout ça, mon père le savait, l'a su pratiquement dans la semaine qui a suivi. Et donc Robert, c'est terrifiant parce qu'il sait très bien qui a tué son frère, et il sait très bien qu'ils ont tué son frère parce que son frère allait gagner l'élection de 64, mais qu'ils auraient aussi bien pu le tuer lui. Surtout que la mafia lui en voulait beaucoup plus à lui qu'à son frère. Parce que John était quand même un type conciliant. Il partageait une maîtresse avec John Cana, le patron de la mafia. Donc c'est plutôt un type cool. Entre plein d'autres maîtresses. Maintenant les jeunes diraient qu'il était cool. Alors que Robert, pas du tout. Il ne partage pas les maîtresses. Il en a aussi pas mal, mais il ne partage pas les maîtresses avec la mafia. Donc il y a quelque chose... Alors Robert, c'est pas pareil, parce que c'est le 3e de la famille, c'est le plus petit, celui que son père ne considérait pas du tout. Raison pour laquelle il s'est opposé à la figure du père. C'est pas la peine de faire des grandes études de psychologie pour en arriver là. Et donc il a ce sentiment déjà d'être... Il est le 3e dans la dynastie, puisque le frère aîné Joe, qui aurait dû être le candidat à la présidence, est mort dans un bombardier en 1945. Ensuite, John est assassiné, et donc c'est lui sur la liste le suivant. Donc pendant un moment, il se pose la question, il se dit... D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait une énorme dépression après la mort de son frère, parce d'abord, il considère qu'il n'a pas réussi à le protéger, et deuxièmement, qu'il est grandement responsable de la mort de son frère à cause de son comportement vis-à-vis de la mafia. De la mafia, oui. Donc... Juste pour vous donner un exemple, parce que ça me revient, mais pour ceux qui douteraient encore. Vous savez, Oswald, donc il est arrêté, il dit mais j'y suis pour rien. Donc on se dit on va savoir la vérité, il va nous dire la vérité. Et là il y a un type qui vient et qui l'assassine. Vous vous souvenez, Jack Ruby. Et Jack Ruby, on lui dit mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit j'aimais tellement les Kennedy. Après on regarde le CV de Ruby, il tient une boîte de striptease à Dallas, et c'est un des barons de la mafia à Dallas. Donc voilà. Non, c'est juste comme ça, c'était juste une parenthèse. Donc on en était où On en était à Robert Kennedy qui adopte cette attitude quasi christique, sachant que oui, alors il va le passer, et pourtant il y va. C'est un moment compliqué parce qu'il est très, très croyant, Robert. C'est le plus catholique. Il a eu un enseignement très catholique, il est très versé dans la religion. Père de famille, 11 enfants, une femme, quelques maîtresses, mais beaucoup moins que son frère. Et donc, il fait une dépression. Il fait une vraie dépression, c'est-à-dire qu'il est complètement par terre pendant des mois et des mois. Et puis, il se dit, je vais donner des cours dans une fac. Puis, de toute façon, il est tellement riche qu'il peut rester à rien faire, ça ne change rien. Et puis, il y aura le déclencheur, qui est que son adversaire, celui qu'il est par-dessus tout, qui
clairement a participé au complot, qui est Johnson. Johnson, vice-président, est devenu président à la place de son frère. Il a fait un mandat. Et au moment de se présenter pour le second mandat, il a des problèmes cardiaques et il décide de ne pas y aller. À ce moment-là, Robert se dit, s'il n'y va pas, il faut que j'y aille, d'autant plus qu'il se sent investi de la mission d'arrêter la guerre du Vietnam. Et il se sent investi de la mission de rendre moins flagrante la différence entre les riches et les pauvres aux États-Unis. Voilà, il y a du boulot. Et donc, il y a quelque chose de christique chez lui qui se met en route. Et là, il décide d'y aller. Et à ce moment-là, bon, il avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas très important, mais il avait une relation avec Jackie Kennedy, puisque chez les Kennedy, il y a une tradition, c'est qu'un Kennedy succède toujours à un autre Kennedy, qu'il s'agisse du pouvoir ou des femmes. Donc, bon, après, c'est pas pour tous les Irlandais comme ça. Hein. Mais là, c'est... et donc, il a cette relation avec Jackie, qui en plus l'a toujours beaucoup aimé, parce que c'était lui qui la protégeait dans le clan Kennedy. Et Jackie lui dit, tu vas mourir. Il lui dit, je sais. Et il y va. Donc il y a quelque chose de magnifiquement shakespearien dans l'histoire. Exactement, il y a trop de haine dans ce pays, Bobby, et il y a des gens qui te haïssent plus qu'ils ne haïssaient Jack, le surnom de John Fitzgerald. Tu sais ce qui va t'arriver, la même chose qu'à lui. Voilà ce qu'elle dit exactement. Oui, même Romain Gary lui dit la veille où il se fait assassiner, Romain Gary lui dit, vous allez vous faire assassiner. Il dit, oui, je pense. C'est une des révélations du livre. Ça m'a donné les frissons, moi, de voir apparaître Romain Gary dans ce livre. Ouais. Cet immense écrivain qu'on adore tous, qui était avec Gene Seberg à l'époque. À peine quelques semaines ou quelques jours avant, à Malibu, il lui dit ça, quoi. Quelques jours. Je crois que c'est l'avant-veille ou quelque chose comme ça. Et il y va quand même. Et il y va. En plus, alors, il est cinglé parce qu'il a même pas un garde du corps qui tient la route. Et en même temps, il panique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un moment, il va serrer des mains pendant un meeting de campagne à San Francisco, dans le quartier chinois. Il y a des Chinois qui balancent des pétards. Il croit que c'est pour lui. Du coup, il tombe par terre, il perd ses chaussures. Enfin, il a quand même un truc il sent que ça pourrait arriver. Et en même temps, il fait rien, il s'organise pas. Et quand il est mort, son garde du corps est à 10 mètres derrière lui. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce Sheeran qu'il a assassiné dans les cuisines de ce grand hôtel à Los Angeles? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur lui? Vous en savez beaucoup sur Ruby, sur Lee Harvey Oswald? Moi, j'en connais beaucoup sur Sheeran, oui. Pardon? Oui, j'en connais beaucoup sur lui, oui. Oui, et grosso modo, on le profile comment? Alors, c'est un garçon c'est un Palestinien chrétien qui est arrivé aux États-Unis assez tard, qui apparemment aurait été traumatisé par les bombardements israéliens, qui se cherche, qui essaye de faire des courses, d'être jockey, et il tombe. Donc, il a un nouveau traumatisme crânien. Donc, c'est un garçon qui est extrêmement fragile et qui adore Robert Kennedy. Et d'après lui, le jour où Robert Kennedy fait une déclaration en disant que quand il sera président, il livrera des avions fantômes, des Phantom, aux Israéliens, officiellement, c'est là qu'il perd la boule et décide de l'assassiner. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce pauvre Sheeran, il a... Je ne vais pas faire de la balistique, mais il a un petit 22 entre les mains. Un 22, bon, ça peut faire du mal, mais c'est quand même pas... Quand on veut tuer quelqu'un, mieux vaut prendre un 38 ou un Magnum, enfin bon. Donc il arrive avec sa petite pétoire, et il est en face de Kennedy. Oui. Et Kennedy meurt d'une balle dans la tête derrière. Donc là encore, c'est ballot. Le son qui a été aussi enregistré des détonations fait apparaître là aussi une double détonation. Ah bah là, on va rentrer dans tous les détails, mais ils sont tous dans le livre, sur tout ce qui est complètement... Et donc, visiblement, vous verrez dans le livre, pour ceux qui le liront, mais c'est clairement aussi, sans être complotiste, parce que je ne suis pas particulièrement complotiste de nature, mais il y a des évidences. C'est-à-dire que Robert Kennedy ne peut pas
être mort d'une balle dans l'arrière de la tête, exactement là, derrière l'oreille, en faisant face à quelqu'un. Ça n'existe pas. Janine, vous voulez poser une question? Oui, c'est assez fascinant ce que vous dites de Robert Kennedy, et je me pose la question, mais peut-être que c'est complètement farfelu, est-ce qu'il n'y avait pas quelque part, au fond de cette décision que vous appelez christique, au fond de se sacrifier, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être quelque chose du désir de mort, de la volonté de suicide? Oui, très fort. C'était déjà un maniaco-dépressif au départ. Et après la mort de son frère, cette maniaco-dépressivité s'est accentuée. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il dit à un de ses amis un jour en lui disant « De toute façon, si j'y vais pas, je vais mourir. Parce que j'ai rien à me raccrocher. » Alors qu'il y a quand même 11 enfants, il faut le faire, quoi. C'est pour ça que je l'aime bien, mais il y a des limites quand même. Enfin, bon. Il a une femme, 11 enfants, et il n'a rien à quoi se raccrocher. C'est quand même phénoménal, ça. Et en même temps, il dit, si j'y vais pas, je vais finir par mourir de je sais pas quoi, de maladie, enfin en tout cas de ma dépression. Et si j'y vais, je suis sûr de me faire assassiner. Et donc, comme il est très pétri de cette tradition des héros, c'est une forme d'héroïsme, parce que ses deux frères ont été considérés comme des héros à la guerre. L'un est mort, l'autre, John, a survécu. Mais lui, il n'est pas parti à la guerre. Donc il a ce côté, de toute façon, il faut que je montre à ma famille que je suis un héros, il faut que je montre au monde que je suis un héros. Et je pense que c'est là que la décision s'est prise, en disant, tant qu'à mourir, que je meurs en plein vol. Et en même temps, ce qui est terrifiant, c'est plus important pour moi que tous ces faits dont on vient parler, c'est que c'est la mort d'une époque, c'est-à-dire que c'est la mort de la contre-culture, du retour aux origines du christianisme, des fondements du christianisme dans la jeunesse. C'est toute une alternative à ce monde de production, consommation dans lequel on est enfermé depuis assez longtemps, avec les dégâts que l'on connaît en matière d'environnement, qui là vont nous obliger à vraiment réfléchir. Et donc il se passe quelque chose, sauf que cette jeunesse et ce mouvement de la contre-culture, la CIA l'a tué. Mais il en était le représentant politique. Il était le seul à représenter politiquement, avec Martin Luther King évidemment, pour la communauté noire, mais il était le seul à représenter un espoir d'une Amérique qu'on n'a plus jamais vue depuis. C'est-à-dire, Obama a fait semblant, mais il n'a pas fait grand-chose. Et Robert, lui, était décidé à faire quelque chose, en matière d'abord d'arrêter la guerre du Vietnam, qui a été quand même une boucherie, et en matière de droits civiques. Et donc, là, il y a vraiment, c'est vraiment un virage pour l'Amérique qui a été complètement interrompu brutalement par son assassinat. Et ensuite, on a eu le renard Nixon. Et là, on est rentré après dans une autre période. Une phrase que vous citez dans votre livre, je ne me souviens plus là en la citant qui le dit, mais un de vos personnages, ça fait écho à ce que vous dites, la mort de la contre-culture en quelque sorte, en même temps que l'assassinat du deuxième Kennedy. Nous avions conquis notre liberté, mais nous n'avons pas su quoi en faire. Vous le dites dans votre livre. Oui, c'est le problème de la génération. Moi, je suis assez à l'aise là-dessus parce que c'est la génération qui est juste avant moi. Donc, je me reproche rien. Mais il y a certains d'entre vous qui, à mon avis, sont de cette génération-là. Donc, voilà. On sait bien que la génération de 68, à sa façon, elle n'a pas complètement échoué, mais enfin, elle a en tout cas partiellement échoué, mais c'est comme ça, c'est l'histoire, et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Mais Robert Kennedy, pour moi, c'était vraiment celui, contrairement à son frère, qui était beaucoup plus réaliste et un peu cynique, mais c'était pas un cynique. Enfin, il avait une forme de cynisme assez agréable, d'ailleurs. Mais Robert Kennedy, pour le coup, lui, il était prêt à aller très loin, quitte à se faire la descente pendant son mandat. Mais là, il aurait vraiment fait quelque chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque où se passe le livre, l'Amérique est au bord de la guerre civile.
comme elle l'est aujourd'hui d'ailleurs dans plein d'États, hein, depuis que Trump est arrivé, et même avant que Trump arrive. Et donc, cette idée de guerre civile aux États-Unis, en général, on nous arrange les choses, on nous montre pas ça. Mais il y a une tension à la fois raciale et sociale aux États-Unis qui est extrême. Et les États-Unis sont vraiment au bord d'explosion au moment où John essaye de se faire élire à la présidence. Il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture de votre livre, Marc, c'est que, et en regard de vos précédents ouvrages, je pense en particulièrement à Avenue des Géants, vous aimez plonger dans le darkness, comme on dit aux États-Unis, vous aimez plonger dans les ténèbres, vous aimez aller très très loin dans ces ténèbres, les décrire, les mettre en évidence, et peu à peu la lumière en ressort, évidemment. Je pense à ce personnage terrifiant de Avenue des Géants, c'est typiquement ça. Vous aimez ça en tant que romancier, nous faire plonger très bas dans les abysses et peu à peu nous faire remonter avec un petit peu de lumière et d'oxygène quand même. Ah, pourtant, je suis quelqu'un de très gai, très, très léger, très... Mais c'était pas un reproche. Très heureux. C'est pas un reproche dans ma bouche, bien entendu. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Ça, je sais pas. Ça, c'est vraiment le genre de question, je ne sais pas vous répondre. Dès le moment où vous allez... Si vous voulez, la question de l'histoire... Après, on va rentrer dans des grandes discussions, mais la question de l'histoire, c'est que l'histoire est écrite à un moment donné, et qu'ensuite, il faut beaucoup d'années pour... Et elle est très souvent écrite comme une fable qu'on raconte aux enfants. C'est-à-dire, les gouvernants, ceux qui nous dirigent, quand vous leur demandez de vous raconter une période d'histoire récente, ça ressemble à des livres pour enfants chez Gallimard. Moi, je dis Gallimard, il y en a d'autres aussi, hein, mais c'est la collection jeunesse, si vous voulez. On est dans quelque chose... Ensuite, quand vous reprenez l'histoire, que ce soit les historiens qui font un travail énorme. Moi, je m'inspire beaucoup d'historiens américains qui ont vraiment travaillé, qui font... parce que le travail de base, c'est les historiens qui le font. Je prends tout simplement la guerre de 14. Moi, j'étais très très près de cette période-là, non pas par mon âge, mais par le fait que mon grand-père était défiguré. J'ai fait un livre là-dessus. La guerre de 14, quand vous la revoyez avec le recul... Là, vous parlez de ténèbres, mais je crois que ça dépasse tout. Et or, moi, on ne me l'a pas enseigné comme ça, la guerre de 14. On m'a dit, ouais, il fallait le faire, machin. Mais comment expliquer que deux peuples, puis 3, puis 4, puis 5, puis on arrive à ce niveau de destruction, alors qu'au fond, il n'y a pas même de cause idéologique. En 39-45, c'est différent, mais en 14-18. Et donc, voilà, les écrivains participent de ce retour sur l'histoire qui fait que on arrive non pas à la vérité, parce que ça j'y crois pas du tout, mais à une meilleure réalité de ce qu'a été l'époque. Et cette époque, aux États-Unis, l'image qu'on en a, moi je sais parce que j'ai les Paris Match de l'époque, c'est Kennedy avec sa femme magnifique, et derrière c'était abominable ce qui se passait, c'était absolument abominable. Donc voilà, ramener les choses en surface, vers plus de réalité, ça fait partie pour certains des écrivains, en tout cas, du rôle qu'ils s'assignent. Janine, Marc, en tout cas, vous serez d'accord tous les deux pour dire qu'un autre point commun de votre livre, c'est cette violence incroyable. Oui. Cette violence qui est de la nature humaine, hein, très profonde. Hein. La nature humaine doit être constituée de cette violence parce que chez vous, c'est incroyablement violent. Chez Marc, on vient d'en avoir des détails et ça l'est encore, puis rien n'a changé. Hein. Absolument, absolument. Et quand vous parliez de ténèbres, d'obscurité, de darkness, je crois que c'est ça, finalement, probablement la vraie nature de cette obscurité-là, c'est ça, cette violence qui est dans le fond de l'humain. Mais ça va très loin parce que moi j'ai expérimenté, j'ai fait pas mal d'enquêtes dans ma vie, une qui m'avait conduit à écrire Une exécution ordinaire sur le naufrage du Kursk, donc j'avais fait toute l'enquête en Russie, ce qui m'a valu des ennuis, une interdiction de retourner en Russie d'ailleurs, ce qui me gêne pas tellement pour vous dire la vérité, mais et là c'était vraiment une enquête dangereuse. J'en ai fait récemment une où j'ai été tout de suite menacé de mort. C'est celle sur le MH370, l'avion qui a disparu
dans l'océan Indien. Il a fallu aller 7 semaines pour que je sois menacé par les services de renseignement anglais, disant si vous continuez, on vous zigouille. Je dis si vous me le dites, c'est que vous n'allez pas le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, moi? Ça m'est revenu par un canal, mais cette violence, elle est là tout le temps. Dès le moment où vous essayez de porter un éclairage sur des choses où il y a des intérêts. MH370, c'est un avion qui a disparu, a priori. Bon, ça peut arriver. Puis quand vous grattez, comme je l'ai fait pour une enquête pour Paris Match, ensuite, après j'ai pris goût, évidemment, donc j'ai continué à gratter. Je suis arrivé à des choses hallucinantes, comme quand j'ai révélé que la femme qui dirigeait l'association des victimes appartenait à la CIA et que les Américains l'avaient mis là pour couvrir, pour contrôler les familles. Ben là, ça a été le début des ennuis. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire, en fait. Et très vite, il y a une violence qui monte. Et cette violence, elle n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Elle est toujours là. C'est la même force, c'est les mêmes. C'est les mêmes esprits obtus. C'est les mêmes gens qui sont aveuglés par la vérité, qui ne veulent pas entendre parler parce qu'il y a des intérêts. On m'a dit, vous comprenez, MH70, il y a des intérêts qui vous dépassent. Non, ça ne me dépasse pas. Moi, je paye mes impôts. Moi, tant que je paye mes impôts, il n'y a rien qui me dépasse. Et je paye mes impôts, donc ça ne me dépassera jamais. Donc voilà, moi je ne veux pas entendre ça. Vous comprenez, les intérêts supérieurs à quoi? À qui? Supérieurs aux citoyens? Il n'y a pas d'intérêt supérieur aux citoyens. Quand vous leur dites ça, ils ne sont pas habitués. En tout cas, un autre point commun entre vos deux livres, et on va conclure par ça juste avant les dédicaces, c'est une mise en garde que je vais faire à nos lecteurs. Marc Duguin, Ils vont tuer Robert Kennedy. Janine Elkoubi, Le feu du diable. Ces deux livres ont un point commun encore un, c'est que si vous les commencez tranquillement sur votre canapé à 21h, vous pouvez vous apprêter à passer une très courte nuit et avoir le lendemain les cernes en vous levant, parce que je vous promets, vous ne le lâcherez pas. Janine, Marc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.